Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va, si tu es d'accord, on va commencer. On est très heureux de t'écouter. Donc, Idriss est un grand néphrologue qui a aussi travaillé, qui travaille aussi, non pas en collaboration, mais au même endroit, et puis voilà, sur le complément. Et donc, il fait beaucoup de choses. À Necker, MCU. Depuis donc voilà, et qui s'intéresse au complément dans des pathologies plus habituelles, peut-être, que des maladies rares, et qui a un intérêt particulier sur les emboles de cholestérol avec des pistes thérapeutiques qu'on a essayé de tester aussi. Et donc, je pense que c'était bien qu'il puisse nous présenter un certain nombre d'éléments. On t'écoute. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois que je fais ce topo, mais ça me fait plaisir parce que c'est une thématique sur laquelle j'ai commencé maintenant il y a quelques temps à travailler un petit peu au laboratoire et en clinique. Et une thématique dont on n'entendait pas forcément beaucoup parler ces derniers temps, qui était peut-être plus à la mode en 2000-2010. Mais vous allez voir, il y a des nouveautés surtout sur la physiopathologie. Donc, c'est probablement intéressant de s'y intéresser à nouveau parce que ça peut déboucher sur des pistes thérapeutiques. Donc l'idée, c'était aujourd'hui de refaire un peu une overview globale sur la maladie des emboles de cholestérol. Je ne vais probablement pas vous apprendre grand-chose de ce côté-là. Et puis ensuite, se focaliser un peu plus sur la physiopathologie, notamment les nouveautés, qui, j'espère, vont peut-être aboutir à des traitements. On aura l'occasion d'en discuter, avec bien sûr, du fait de mon travail au laboratoire, plutôt un focus sur le complément. On essaiera d'aborder un peu les différents aspects. Alors, de mon côté, ça ne marche plus, c'est pas grave. En pratique, moi j'ai repris l'étude des emboles de cholestérol alors qu'on a rencontré un patient à Necker qui est ce patient que vous voyez là sur la diapositive, il y a maintenant près de 2 ans, qui était un patient un peu typique des patients qui vont faire une maladie de cholestérol, c'est-à-dire un homme qui est âgé, qui a tous les facteurs de risque cardiovasculaire que vous pouvez connaître, et avait une artérite extrêmement sévère des membres inférieurs. Vous voyez ici sur son scanner, il a effectivement une maladie athéromatoseuse extrêmement sévère. Et puis, il a même des zones comme ça, un petit peu ulcérées, qui sont probablement les zones les plus à risque de venir se rompre et de déverser des emboles dans la circulation. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions à l'époque, on n'était pas encore inclus dans l'histoire, avec son chirurgien sur comment aborder son AMI. Le chirurgien penchait plutôt pour une chirurgie à ciel ouvert, et puis finalement, le patient voulait plutôt un geste endovasculaire, et donc c'est ce qui a eu lieu. Et donc, voilà par exemple ce qui avait été fait. Le but était de le faire en 2 temps. C'était assez complexe. Donc, il a d'abord eu un module thoracique avant de mettre en place une endoprothèse fenêtrée. Donc, l'intervention s'était passée sans problème. Et puis, vous allez voir juste après, malheureusement, il n'aura pas le temps d'arriver jusqu'au 2e plan de l'intervention, puisqu'il va développer une insuffisance rénale aiguë. Alors, on voyait déjà qu'au moment de l'intervention, il avait déjà probablement une insuffisance rénale chronique. Attention, c'est un patient qui n'était pas du tout obèse, il faisait 49 kg, donc probablement déjà une insuffisance rénale qui était plus sévère que ce qui paraît. Mais à ce moment-là, pas de contact avec le néphrologue. Et puis, même malgré un petit décalage à 2 jours de l'opération, il va rentrer chez lui et à ce moment-là, tout se passe bien. Et donc, il est revu un mois plus tard par son chirurgien et à ce moment-là, il a une insuffisance rénale qui est sévère, 372 micromole par litre de créatinine. Donc, il est décidé de ne pas procéder tout de suite au 2e temps de l'intervention, mais d'attendre que la fonction rénale s'améliore. Et on lui conseille de voir un néphrologue. Malheureusement, peut-être il est médecin et donc il dit qu'il va s'en occuper lui-même, mais il ne le fait pas. Et donc, il va rester chez lui. Et puis, il va finalement revenir de lui-même un mois plus tard aux urgences de Cochin pour un tableau de douleur abdominale. Et c'est à ce moment-là qu'il a cette fois 440 de créatinine. Et donc, à ce moment-là, on est contacté. Et donc, on va l'hospitaliser. Et effectivement, lorsqu'il arrive, alors ce n'est pas aussi franc que dans les livres, mais il a effectivement des orteils un peu bleutés, vous pouvez voir. Et puis, il a un petit libido, on voit aussi. Ça marche, c'est super. Donc, il a effectivement probablement des manifestations cutanées de ces emboles de cholestérol. Et donc, on va biopsier non pas le rein, mais la peau, c'est moins invasif. Alors, on y reviendra, on avait biopsié au bout de l'hallux, c'est probablement pas le meilleur endroit chez ces patients, mais ça s'est bien passé, il a cicatrisé. Et donc, sur sa biopsie cutanée, on va effectivement confirmer qu'il avait des emboles de cholestérol. Et par ailleurs, j'en profite, ce patient n'avait pas d'hyperéosinophilie, il n'avait pas de consommation du complément. Comme vous le savez, c'est vraiment pas systématique. Par contre, il était assez inflammatoire, encore 400 mg par litre de CRP. Et puis à ce moment-là, on avait l'habitude de faire les chymokines urinaires à tout le monde pour se faire un peu notre expérience. Il avait des chymokines urinaires un peu élevées, donc probablement un petit peu d'inflammation intrarénale, mais on ne l'a pas affirmé avec certitude parce qu'on n'a pas biopsié son. Donc, si on prend un peu la description de cette maladie, en fait, les premiers cas d'embolie de cholestérol, ça date plutôt du 19e siècle. Je vous ai pas fait toute l'histoire, mais ce qui a un peu théorisé cette maladie, c'est probablement cette publication en 1945 où ils avaient repris plus de 260 patients qui avaient plus de 60 ans et une athéromatose déjà un petit peu avancée. Et ils les ont autopsiés, ils ont disséqué tous les organes.
Et à ce moment-là, ils avaient finalement fait le lien un petit peu pour la première fois entre l'athérome de l'aorte, plus ou moins rompu, et puis la présence d'emboles de cholestérol dans différents organes, comme vous pouvez voir ici, avec, vous voyez, dans à peu près un cas sur deux, et c'est à peu près la prévalence de l'atteinte rénale dans une maladie des emboles de cholestérol, les reins qui étaient touchés par ces lésions à ce moment-là histologiques. Attention, on parle de séries autopsiques, donc on ne sait pas s'ils avaient vraiment des signes cliniques liés à ces emboles. Alors, les facteurs de risque, vous le savez, c'est très clairement les patients à très fort risque cardiovasculaire. Il n'y a rien de nouveau, mais ça explique aussi pourquoi, et on va probablement rediscuter ensemble, c'est très compliqué de traiter ces patients, parce que finalement, indépendamment même probablement de leur maladie des emboles de cholestérol, c'est des patients qui ont une espérance de vie liée à leur maladie athéromatoeuse qui est sévérissime et qui probablement n'est pas beaucoup mieux qu'un cancer pancréatique métastatique. J'exagère, mais à peine. Donc les facteurs de risque, et bien sûr, le principal mode d'action qu'on devrait avoir, ça serait la prévention, mais bien souvent, on les rencontre alors que la maladie est déjà présente. Concernant les facteurs précipitants, on les retrouve pas toujours. Il y a d'authentiques formes spontanées des maladies emboles de cholestérol, on va en discuter. Mais la plupart du temps, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être parce qu'en fait on loupe les formes spontanées, mais dans celles où il y a un facteur précipitant, on le retrouve et c'est souvent un gène vasculaire endovasculaire. Concernant les anticoagulants, ça reste un petit peu débattu et on va voir pourquoi. Et donc, ce qui fait que si on s'intéresse un peu à l'épidémiologie de cette maladie, c'est assez complexe. Parce qu'il y a la forme spontanée, probablement très rare, il y a la forme liée à un facteur précipitant, et puis il y a les séries autotoxiques, dans lesquelles on ne sait pas s'il y a vraiment des signes cliniques, et il y a les séries antémortèmes, où là, on avait peut-être ce qu'on appelle, nous, la maladie des emboles de cholestérol, ou le syndrome des emboles de cholestérol, où vous avez des signes cutanés, une atteinte rénale, etc. Donc, la forme spontanée, on l'a vu dans les autopsies, c'est jusqu'à 3% des patients quand ils ont déjà un risque athéromateux. Par contre, en antémortem, si vous prenez les patients à plus haut risque, c'est-à-dire des patients qui ont énormément d'athérome et qui ont même ici des plaques qui sont au bord de la rupture à l'ETO, donc c'est des études un peu plus anciennes, vous n'avez que 1% de ces patients qui vont développer vraiment une maladie des emboles de cholestérol. Ça reste très rare spontanément. Par contre, en termes de facteurs précipitants, sur les anticoagulants, ça reste quelque chose qui est admis, mais en même temps débattu. Finalement, dans les études, ce n'est pas si clair que ce soit un facteur précipitant si fort. Il y a souvent en fait un autre facteur qui est mis en jeu. Et pour l'instant, on le retient, et pour l'instant, on n'ira pas introduire des anticoagulants chez ces patients. Pour ce qui est des gestes endovasculaires, ça c'est toujours vrai. Et c'est peut-être aussi pour ça que, comme vous savez peut-être, on va en discuter après, mais on voudrait faire un PHRC dans cette maladie. Et quand on a fait un peu un tour d'horizon des différents services en France, la plupart des gens nous ont dit attention, c'est compliqué parce que c'est une maladie rare et on a l'impression qu'on en voit moins quand même qu'avant par rapport aux années 2000-2010. Et peut-être un des arguments, c'est notamment le cathétérisme pour les coronarographies. Depuis qu'on est passé de la voie fémorale à la voie radiale, forcément, on rabote beaucoup moins l'aorte. Et donc, on voit peut-être en partie par ça, il y a d'autres arguments, un peu moins d'emboles de cholestérol. Et donc, quand on reprend un petit peu, je vais vous parler d'une cohorte récente qu'on est en train de constituer. Nous, le principal qu'on voit dans une cohorte qu'on a repris sur 10 ans, on a maintenant 80 patients qu'on a inclus entre Pompidou, Necker, Tenon, Bichat et récemment Lille. Le principal facteur précipitant, ça reste les chirurgies endovasculaires pour des chirurgies de l'aorte. Mais donc quand même globalement une prévalence plutôt en baisse. Alors le diagnostic, là aussi, c'est toujours ce qu'on a appris, et ça reste très vrai, c'est vraiment une maladie systémique. Et donc ce qui explique aussi pourquoi, peut-être, on en loupe pas mal lorsqu'on n'a pas notamment identifié le facteur précipitant, puisque les signes cliniques vont être vraiment divers et variés. Alors bien sûr, lorsqu'on va avoir le Bluetooth syndrome un peu typique et l'insuffisance rénale, on va y penser, mais vous pouvez voir à beaucoup de manifestations de l'organe, puisque par définition, selon là où la plaque d'athérome est présente, elle va emboliser dans la circulation à différents endroits. Ce qui est probablement le plus dur, c'est lorsque l'athérome est assez haut situé et que vous avez des manifestations cérébrales. C'est jamais quelque chose de très, c'est pas un AVC ischémique, vous n'allez pas avoir un déficit focal, mais plutôt une confusion, des troubles mnésiques, donc rien de très spécifique. Ça va être compliqué juste sur cet argument, bien sûr, d'aller évoquer en dehors d'autres arguments une maladie des emboles de cholestérol. Au niveau ophtalmo, vous pouvez avoir une vraie amorose fugace, mais la plupart du temps, vous le savez, on l'utilise plutôt pour aller vraiment diagnostiquer, céder le diagnostic, en tout cas avec le fond d'œil, qui est forcément une manifestation clinique. Et puis, bien sûr, les autres atteintes vont être l'atteinte cutanée. C'est la plus fréquente. 90% des patients qui ont une maladie cliniquement parlante auront des signes cutanés. Donc, il faut savoir les rechercher et pas hésiter, si besoin, à les biopsier, parce que ce n'est pas non plus très invasif. L'atteinte rénale, on va y revenir. Et puis, il faut quand même toujours penser à l'atteinte digestive, parce qu'elle est probablement pas si simple à diagnostiquer et c'est une des atteintes les plus associées au décès des patients, en particulier sur l'ischémie mésentérique. Alors, l'atteinte rénale. L'atteinte rénale, on s'y intéresse bien sûr en tant que néphrologue, mais parce qu'elle est fréquente lorsque vous avez ce syndrome, à peu près un patient sur deux aura une atteinte rénale. Et non seulement elle est fréquente, mais elle est sévère. Dans les séries un petit peu anciennes, vous aviez à peu près 60% des patients qui allaient devoir être dialysés au diagnostic et au moins 30% qui restent dialysés au long cours.
Donc, on a voulu savoir si c'était toujours vrai. Alors, ce n'est pas encore finalisé comme étude, mais ça, c'est l'étude qu'on a en cours, donc sur 4 centres français. On aura bientôt un peu plus de 80 patients. Et vous voyez qu'en gros, en moins de 4 ans, vous avez la moitié des patients qui sont en dialyse. Et si vous rajoutez à ça le décès des patients, on a une médiane qui est encore plus catastrophique. Donc, force est de constater que ça reste une maladie qui est peut-être un peu plus rare, mais qui est toujours aussi sévère. Et donc, probablement, on peut essayer d'améliorer la prise en charge. En termes de phénotype rénal, ça reste une maladie vasculaire. Donc, on a volontiers une hypertension artérielle qui se déséquilibre. Honnêtement, tous les patients ont de base une HTA vu leur risque athéromateux. Et puis, l'insuffisance rénale, elle va, dans la forme la plus commune, on va dire, se développer sur quelques semaines, tandis que les examens urinaires, honnêtement, on peut voir tout et son contraire. Donc, c'est compliqué de s'y fier. L'éosinophilurie avait été proposée, mais ça reste quand même compliqué à avoir en pratique. Alors, en fait, ça, c'est vrai pour la forme que l'on connaît, c'est-à-dire la forme subaiguë. C'est la forme qu'on va diagnostiquer parce que c'est celle qu'on va réussir à voir. C'est probablement un peu différent pour la forme hyperaiguë, qu'on ne voit quasiment plus, qui est la forme dans laquelle vous avez vraiment une insuffisance rénale aiguë brutale, avec une pluie d'emboles de cholestérol et donc volontiers énormément de manifestations systémiques, des patients qui vont même probablement arriver plus tôt en réanimation. À l'époque, on disait que le diagnostic différentiel, si tant est qu'il n'y ait pas de signe systémique, était plutôt les contrastes. On ne sait pas s'il existe encore, mais en tout cas, c'est une forme qu'on voit rarement. Probablement aussi parce que les chirurgiens sont beaucoup plus attentifs à ça et donc vont adapter un peu leur chirurgie à l'atteinte athéromateuse. Et la forme la plus complexe, où on n'a pas encore beaucoup de réponses, c'est cette fameuse forme chronique. Des patients, on a tous eu des patients, on fait une biopsie pour une indication, on ne pense pas du tout à ça et on tombe sur les emboles de cholestérol. Quelle est la causalité avec la maladie? Honnêtement, c'est très compliqué de le savoir. Mais à l'inverse, on sait qu'on fait tous des diagnostics de néphrangioschlérose qui sont par définition probablement faux. Et donc, peut-être qu'il y a un sous-type de néphrangioschlérose qui sont ces patients qui embolisent à bas bruit, parce qu'on a quand même du mal à croire que ça n'a aucun retentissement sur l'organe. Mais malheureusement, on n'a pas encore de bons biomarqueurs et donc on ne peut pas encore très bien savoir ce qu'on en fait. Donc aujourd'hui, on va quand même essentiellement s'intéresser à cette forme où on pense qu'on peut encore agir, si tant est que peut-être il faudrait agir encore avant, chez tous les patients qui ont un risque d'embol, donc avant même de faire le geste. C'est une discussion qu'on peut avoir. Alors, la biologie, l'hyperéosinophilie, on l'a vu, elle n'est pas tout le temps présente, mais ça reste pour l'instant le meilleur signe. Nous, dans notre corps français, c'est 53% des patients, donc c'est quand même un signe qui est présent un cas sur deux. Et puis, la consommation du complément, qui va nous intéresser, c'est finalement moins de 30% des cas. Et en fait, nous, dans la cohorte, alors on a pas mal de données manquantes, c'est 2%. Franchement, ce n'est pas très sensible. Et vous le savez, même dans les maladies les plus complément médiés du SHU, de la HG3, on n'a pas forcément non plus cette consommation. Donc, ouais. Ils sont inflammatoires. Ils sont inflammatoires, donc effectivement, ça compte anormalement normal. Et ça, c'est d'autant plus vrai que si on étudie directement les fragments d'activation, et dans ces cas-là, on a beaucoup de patients qui ont effectivement un complément qui serait interprété comme normal, mais qui ont des fragments, par exemple C5A, C3A, qui s'élèvent. Et même si on fait le rapport, par exemple, C3A sur C3, pour prendre en compte l'inflammation, il est quand même un peu plus élevé qu'un témoin. Donc, probablement qu'il y a une activation qu'avec les tests de routine, on ne peut pas facilement mettre en évidence. En termes d'autres signes biologiques, il n'y a rien de très spécifique, mais ils sont volontiers inflammatoires, parce qu'on va insister là-dessus. C'est une maladie qui n'est pas que thrombotique, c'est une maladie inflammatoire avant tout, et c'est des patients qui vont arriver avec l'altération d'état général, la perte de poids et volontiers un petit peu d'inflammation, un peu de rhabdomyolyse s'ils en ont mis un peu dans les muscles, et on a des formes avec des encas, mais qui restent probablement satellites. Alors, je passe un peu plus vite, puisque là, il n'y a rien de nouveau, mais le sang d'œil, on l'a vu, peut nous aider au diagnostic, et donc, si besoin, on peut aller jusqu'à la biopsie d'organes, avec ici là 2 patients qu'on avait étudiés. Donc ça, pour l'instant, rien de bien nouveau. Si tu veux revenir un peu dessus, ouais. Le si besoin, c'est... Alors oui, bien sûr, on va y revenir à la toute fin, parce que ça fait partie de l'écriture d'inclusion, mais effectivement, c'est dès que vous avez un doute, il faut faire la biopsie, sinon on verra. Nous, on a proposé des critères cliniques dans lesquels on propose de se passer de la biopsie, qui sont en fait les critères qui ont été utilisés par tous. J'y reviendrai à la toute fin. Mais, alors, venons-en un petit peu, on va dire, aux nouveautés, entre guillemets, dans cette maladie, qui est la physiopathologie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'avais appris cette maladie en tant qu'externe, c'était un peu naïf, mais c'est peut-être lié à son nom. On parle d'emboles de cholestérol, donc j'en déduisais qu'il y a des emboles qui bouchent les vaisseaux, et c'est pour ça qu'on a une atteinte d'organes. Alors, c'est probablement en partie vrai, mais c'est aussi probablement très faux. En tout cas, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque finalement, c'est bien démontré maintenant que le cristal en lui-même ne va pas être suffisant pour venir boucher ces vaisseaux et induire l'atteinte d'organes. Au contraire, il y a une vraie réaction de coagulation qui se met en place, qui est liée à l'agression de l'endothélium par le cristal, voire même la mise à nu de l'endothélium, qui va activer l'hémostase primaire avec la formation d'un clou plaquettaire et même de véritables thrombis formés de fibrés. Et ça, finalement, ça avait déjà été démontré dans les années 70 de manière très descriptive. Vous avez pris un modèle de lapin d'embol de cholestérol, ils avaient fait une cinétique, c'est-à-dire qu'ils sacrifiaient les lapins à différents time points,
Et il décrivait à ce moment-là 3 phases qui sont probablement toujours assez vraies de la maladie. Et vous avez une phase précoce que vous voyez ici. Vous voyez ici une artère qui a été embolisée par un cristal de cholestérol. Et tout autour, vous avez vraiment un thrombus qui est complètement occlusif, qui s'est formé avec des plaquettes et de la fibrine. Donc vraiment une réaction thrombotique. Et puis, imaginons que ce soit la même artère, ce qui n'était pas le cas, des lapins différents puisqu'on les sacrifiait. Vous avez ici, au bout de 2 à 4 jours, une image un peu différente. Parce que vous avez toujours, bien sûr, votre embol de cholestérol. Et cette fois, vous avez une reperméabilisation partielle, puisque finalement, les systèmes anticoagulants ont fait leur effet. Vous avez eu de la fibrinolyse. Et puis, vous commencez à voir apparaître aussi des cellules endothéliales qui ont proliféré et qui viennent un peu réendothélialiser, qui viennent se mettre à la surface des cristaux de cholestérol. Ce qui vous amène finalement à la phase tardive, avec ici toujours les emboles de cholestérol qui ont été recouverts de cellules endothéliales et puis finalement des nouveaux chemins qui sont formés dans la paroi de votre artère qui était probablement initialement beaucoup plus importante. Et donc, lorsqu'on prend nous les biopsies qu'on analyse au sein de l'étude qu'on mène actuellement, eh bien probablement que la plupart du temps, c'est à ce niveau-là qu'on tombe. Vous voyez ici cette artère, des emboles de cholestérol, une évolution un peu fibreuse et probablement une lumière qui s'est trouvée rétrécie. Alors, on arrive un peu tard, c'est vrai, mais probablement pas complètement, puisqu'il y a encore à ce moment-là une phase inflammatoire active sur laquelle peut-être on peut agir. Donc ça, c'était très descriptif. Mais ensuite, récemment, il y a une équipe, et je vous présente leur modèle parce que je vais vous parler que de ça maintenant là, pendant 10-15 minutes. C'est l'équipe de Joachim Anders à Munich qui a développé un modèle murin d'embol de cholestérol, qui est donc ce modèle où ils injectent des emboles dans l'artère rénale gauche. Donc c'est un modèle unilatéral, et non pas bilatéral comme bien sûr chez nos patients. Et ils sacrifient ensuite les souris à 24 heures. C'est aussi une autre critique, puisqu'ils ne vont jamais beaucoup plus loin dans les time points, alors que probablement chez le patient, on est quand même plus loin dans les time points. Mais c'est quand même un modèle qui a le mérite d'exister et qui, à l'heure actuelle, est le modèle le plus proche de ce qu'on peut voir chez le patient, donc d'embolie de cholestérol. Alors initialement, ils avaient fait un peu une dose-réponse et puis ils ont gardé cette dose de 10 mg kg. Probablement qu'après, c'était un peu dur de pouvoir réverser les choses. Et vous voyez que c'est un modèle quand même assez sévère unilatéralement, puisque vous avez vraiment des infarctus rénaux qui apparaissent avec un peu une corrélation un peu en miroir entre la dégradation de la fonction rénale, qui perd à peu près 30% du DFG, et puis la taille des infarctus qui sont authentiques. Alors, dans ce modèle, une première étude était venue un petit peu affirmer donc, cette notion de cristal clot, il y a vraiment un thrombus qui se forme à cause du cristal de cholestérol, puisqu'ils montraient que s'ils traitaient préventivement leur souris par un anti-agrégant plaquettaire, ici donc le clopidogrel, eh bien, ils arrivaient complètement à protéger ces reins de l'infarctus qui se créait, et puis surtout, vous voyez qu'ils maintenaient un DFG, c'est-à-dire qu'ils protégeaient quasiment entièrement l'insuffisance rénale aiguë dans ce modèle. Donc ça, c'était vrai pour l'hémostase primaire, mais c'était vrai aussi pour l'hémostase secondaire. Vous voyez, avec l'héparine ou l'urokinase, globalement, à peu près les mêmes résultats, moins d'infarctus et puis une fonction rénale qui est au moins partiellement préservée. Donc ça, c'est un modèle sur les vaisseaux qui sont par le sang, quoi. Alors exactement, c'est pour ça que je voulais vous présenter le modèle initialement, c'est que toutes les limites du modèle, c'est que 1, c'est des vaisseaux qui sont initialement sains, de 2, on n'a pas la plaque qui elle déverse, donc ça ne veut probablement pas dire qu'il faut aller traiter ces patients avec des anticoagulants. Par contre, ça donne un petit peu d'argument pour dire qu'effectivement, dans la physiopathologie de la maladie, l'activation de la coagulation joue un rôle important. Mais c'est toutes les limites de ce modèle, c'est qu'effectivement, 1, c'est unilatéral, 2, c'est aigu, 3, c'est des vaisseaux séparés. Donc, est-ce qu'on peut transposer tout entièrement? Ça va être la grande question. Mais pour l'instant, un modèle avec initialement de la théromatose puis des emboles n'a pas été réalisé à ma connaissance. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Donc c'est le premier qui est presque le plus intuitif. Le deuxième, néanmoins, qui se met en place quasiment immédiatement, et c'est celui sur lequel on pense pouvoir réagir un petit peu, c'est une réaction inflammatoire qui a lieu presque en simultané de la coagulation, puisque vous allez voir, il y a énormément d'interactions entre les deux. Alors ça encore, c'est bien décrit dans les différents modèles, et dans leur modèle murin, c'est principalement des neutrophiles et des éosinophiles qui vont infiltrer les reins de ces souris, surtout en périartérielle, avec également beaucoup de nétose, beaucoup de mort des neutrophiles en libérant des nets, qui, on va le voir, sont également directement toxiques pour l'endothélium. Et ça, c'est à J1. Ça, c'est à J1. Ça, c'est à J1. J1. C'est des J1. Donc, bien sûr, ça laisse dire que peut-être l'intervention thérapeutique, il faut la faire avant. Encore une fois, dans ce modèle murin. Chez l'homme, c'est compliqué. On n'a pas vraiment de biopsie à J1, ça paraît impossible. À J1 d'une chirurgie endovasculaire, ça va être compliqué d'aller biopsier le patient. Néanmoins, il y a toujours un infiltrant inflammatoire. Vous voyez ici la même artère que je vais vous présenter, qu'on a étudiée en immunofluorescence. Et effectivement, tout autour, on voit cette fois non plus des neutrophiles, mais plutôt des macrophages qui apparaissent. Et vous l'avez probablement tous déjà vu, on a même des fois des cellules géantes avec ces macrophages qui vont essayer de phagocyter ces cristaux de cholestérol. C'est le concept de phagocytose frustrée qui n'est pas spécifique aux emboles de cholestérol, mais à toute cristallinopathie, et qui, on le sait, va entretenir l'inflammation locale. Et donc, c'est peut-être encore à ce niveau-là
qu'on peut agir. Et ça, c'est aussi bien démontré. Alors, dans d'autres modèles, c'est toujours important d'essayer de voir si d'autres équipes ont un peu trouvé des choses similaires. Cette fois, c'était un modèle de lapin. Toujours une injection d'envol de cholestérol directement dans l'artère, mais ce n'est pas dans l'artère fémorale. Et ce qui montrait, c'est que lorsqu'on fait un PET scan de ces lapins 48 heures plus tard, un petit peu plus tard, on a effectivement de l'inflammation. Alors, par exemple, ici, de l'inflammation dans les muscles. Et si vous venez biopsier le muscle inflammatoire pour trouver un infiltré inflammatoire, alors je n'ai pas mis de marquage, mais c'était principalement des macrophages, ici à 48 heures. Et il montrait notamment que ces macrophages avaient en endocité un matériel ici très cristallin, et donc probablement des cristaux de cholestérol. Et ça, c'est pas anodin, puisqu'on sait, alors pas directement dans la maladie des emboles de cholestérol, mais surtout dans toute la littérature de l'athéromatose, que les cristaux de cholestérol qui sont endocytés, phagocytés par ces macrophages, ils vont induire et augmenter l'inflammation locale avec différentes voies, mais la voie principale, c'est l'activation intracellulaire de l'inflammation, qui va augmenter la réponse inflammatoire, la sécrétion de cytokines inflammatoires, et puis favoriser différents types de morts cellulaires inflammatoires, pyroptose, nétose, dont on va discuter juste après. Et donc, ce qui nous amène finalement au troisième point de la physiopathologie de cette maladie. Il y a le crystal clot, il y a la réaction inflammatoire, et puis, bien sûr, à la fin, la mort cellulaire, aussi bien endothéliale d'ailleurs que tubulaire. Et il y a différents types de morts cellulaires. Je ne suis pas un expert des différents types de morts cellulaires, mais ça a été pas mal étudié dans le cadre de ce modèle. En particulier, d'abord, la néphroptose, avec des souris, par exemple, MLKN, KO, qui normalement n'ont pas de néphroptose. Pardon. Toi, tu Ouais. as une description du type d'infiltrant en fonction du délai Non, c'est la grosse critique pour l'instant du modèle. En gros, ce qu'on sait, c'est que dans le modèle murin, ils ont fait toutes leurs études à 24 heures. Donc, ils trouvent des neutrophiles et des eosinophiles. Ils ne sont jamais allés plus loin pour nous dire qu'après, des macrophages arrivent. La seule chose qu'ils ont montré dans le papier Princesse, c'est qu'à 15 jours, la fonction rénale se normalise dans leur modèle, mais probablement parce que l'autre rein n'est pas atteint. La seule chose qu'on a, c'est sinon le lapin, là où, pour le coup, les time points un peu plus tard, il y a eu un infiltrant macrophagique. Si on met les deux ensemble, on peut dire que c'est ça puis l'autre, ce qui paraît logique, mais pour l'instant, on n'a pas. Nous, ce qu'on a fait alors chez l'homme, pour l'instant, on a beau avoir des délais différents, en fait, on a toujours des mêmes. J'ai pour l'instant jamais vu d'infiltrant neutrophilique qui me semble plus important que ce que je pourrais voir. Donc ça, c'est sûr. Et par ailleurs, c'est un infiltrat qui est important et c'est sûr pathogène, mais malgré tout, ce n'est pas suffisant parce que si vous déplétez les neutrophiles chez ces souris, vous ne protégez pas complètement l'influence rénale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très imbriqué entre coagulation, inflammation et cercle vicieux. Et ça, on va y revenir avec une dernière étude, probablement assez intéressante, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore la cinétique. Et ça, ils ne l'ont jamais fait, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais ton macrophage, je pense qu'il vient de ton cristal ou qu'il vient de ta lésion. C'est toujours la grande question. De dire de dedans en dehors ou de dehors. Pour l'instant, je n'ai pas du tout la réponse. Je n'ai pas la réponse. On a l'impression, en tout cas, et on va le voir après, que ça. Alors, c'est un peu différent des encas. Nous, on a un début de corrélation entre les taux plasmatiques de C5A et l'infiltrat C5AR1, qui nous ferait dire qu'il y a quand même une attraction qui est liée à l'activation du complément et une tête de dedans en dehors. Mais en même temps, ces infiltrats, ils sont souvent tout autour. Donc, on serait aussi. La polarisation. Alors, ils sont mixtes. Cette histoire de M1 M2, je n'y arrive jamais. Ils sont C5AR1 très forts. Ils expriment aussi souvent CD163. Et parfois, mais pas toujours, c'est inclus. Donc, ils ont un peu des phénotypes résidents, un peu pas. Donc, honnêtement, j'ai pas la. Il faudrait probablement repartir dans le modèle murin et essayer de dépléter les résidents versus les circulants pour le faire. C'est peut-être en cours parce que en l'espace de 5 ans, ils ont fait 6 études sur leur modèle, donc j'ai bon espoir qu'ils le fassent. Mais chez l'homme, je ne sais pas. Et peut-être que par ailleurs, nous, on fait beaucoup en immunofluorescence, peut-être qu'après, si on va un peu dans la granularité des études transcriptomiques, on pourra aller un peu plus loin dans le phénotype de ces cellules. Mais là, je n'ai pas la réponse. En tout cas, nécroptose, un peu d'amélioration des infarctus, mais finalement pas du tout de protection de l'insuffisance rénale. Et par contre, une publication assez récente dans Blood, toujours la même équipe, c'est vraiment la même qui fait en l'espace de 2 semaines 2 papiers différents sur le même modèle avec des messages un peu différents, mais pourquoi pas. Cette fois sur le rôle d'une protéine qu'on appelle la gasdermine D. Alors, cette protéine, moi je ne connaissais pas, mais elle est vraiment tout à la fin un peu de la voie de l'inflammasome, et notamment en lien avec l'IL-1β. C'est une protéine qui est présente en intracellulaire. Alors dans différents types cellulaires, ça a été décrit un peu dans l'étude, mais c'est un peu controversé. Par contre, c'est bien montré dans les neutrophiles. Lorsque vous activez ces neutrophiles, par exemple avec des cristaux de cholestérol, elle va passer cette fois au niveau transmembranaire où elle ressemble un peu à un complexe d'attaque parce qu'elle forme des pores.
Et en formant des pores, il montrait bien dans cette étude qu'elle va favoriser déjà l'efflux d'IL-1 bêta, donc l'inflammation locale, et elle va en plus déstabiliser la membrane cellulaire et favoriser un mode de mort cellulaire inflammatoire qu'on appelle la pyroptose. Alors c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que par contre, alors que c'est décrit dans d'autres types cellulaires, elle peut favoriser l'efflux des nets, là, ce n'était pas directement ça qui favorisait l'efflux des nets. Pourtant, il y avait quand même des nets, mais qui étaient liés au crosstalk entre les plaquettes et les neutrophiles. Donc, ce qui est compliqué, mais néanmoins, l'ADN extracellulaire qui est libéré dans ce modèle joue quand même un rôle, parce que si, et toujours dans ce même modèle, vous injectez une DNase, eh bien, vous allez là aussi protéger un petit peu l'insuffisance rénale. Mais attention, quand vous déplétez les neutrophiles, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, cet ADN, il peut aussi venir des cellules nucléaires, des plaquettes. Il n'y a pas que les neutrophiles qui font des nets, il y a aussi des macrophages qui font des mets. Donc, en fait, c'est quand même assez complexe. Néanmoins, cette gasdermine est assez intéressante, parce qu'il y a un inhibiteur qui existe, qu'on connaît déjà, qui est le disulfiram, qui est utilisé donc, dans les addictions à l'alcool. Pas du tout. Mais donc, à haute dose, ça vient inhiber notamment la translocation de cette protéine. Et là, c'est assez intéressant, parce que pour la première fois dans leur modèle, ils ne se plaçaient plus en préventif, mais en thérapeutique. Alors, on était à 3 heures, hein, on est encore compliqué en termes de fenêtre thérapeutique, mais tout de même, 3 heures après l'injection, ils allaient administrer le disulfiram. Et vous voyez qu'effectivement, la fonction rénale était au moins partiellement protégée, beaucoup moins d'infarctus, beaucoup moins d'infiltrats en neutrophile et effectivement aussi beaucoup moins d'infiltrats en net. Donc probablement quand même une piste physiopathologique intéressante. Alors tout ça pour dire que finalement, si on met un peu tout bout à bout, j'ai repris la figure que je ne cite pas, mais qui était de l'édito de Marina Norris dans Kidney en lien avec ce papier, qui montre que finalement, c'est cette maladie vraiment ce qu'on appelle un modèle de thromboinflammation ou d'immunothrombose. Il y a vraiment un lien et des interactions permanentes entre l'activation de la coagulation et l'activation de l'inflammation, et en particulier l'immunité innée, l'immunité adaptative, n'a pas l'air d'avoir pour l'instant de rôle très important dans ce modèle. Et ça, ce n'est pas spécifique du tout aux emboles de cholestérol. On en a eu des caisses et des caisses pendant la Covid, où c'était là aussi un modèle de thromboinflammation. Et puis, donc une physiopathologie un peu différente, dans la vascularite, par exemple, en cas, on a de la thrombose, on a de l'inflammation, on a un rôle des neutrophiles, on est un peu dans des modèles qui, sur certains points, se rapprochent. Et donc, vous voyez où je veux en venir. Dans tous ces modèles, on en a parlé à un moment ou à un autre du complément. Et donc, probablement que dans ce modèle-là, c'est peut-être aussi intéressant de venir l'étudier. Alors, pourquoi embol de cholestérol et complément, ça peut avoir un intérêt? Quels sont les arguments qu'on a pour dire qu'il y a peut-être un lien dans cette maladie? Alors, le premier, c'est avant tout le fait que c'est un biomarqueur diagnostique qui n'est pas sensible, mais qui est quand même assez spécifique si vous avez bien sûr un tableau compatible et qui, de fait, est le reflet d'une activation systémique du complément qui va passer par la voie classique et ou des lectines, puisque généralement C3 et C4 vont être consommés. C'est un premier argument. Le deuxième argument, alors je ne vous ai pas repris tous les papiers, mais in vitro, c'est très très bien démontré, et ça a plutôt été fait pour travailler sur l'athérome que sur la maladie des emboles de cholestérol. Si vous mettez du sang avec des cristaux de cholestérol, vous activez le complément in vitro. Et alors, il y a autant d'études que de modes d'activation. Donc, a priori, les 3 voies pourraient activer. On ne sait pas si le C1Q se fixe directement. Ce que pensent les gens, c'est qu'il y a soit un peu d'immunoglobine qui se fixe sur les cristaux, soit même la CRP qui peut se fixer, qui active ensuite la voie classique. Ensuite, ça a été démontré in vitro qu'MBL peut directement se lier aux cristaux de cholestérol. Et puis, la voie alterne va au moins amplifier ce qui se passe, voire être directement activée, par exemple même via les nets. Donc, in vitro, ça marche bien, mais ça reste in vitro. In situ, ensuite, il y a déjà un petit peu d'arguments, mais dans la plaque, notamment carotidienne, il y a pas mal d'études qui ont fait un peu de marquage. Alors, toujours compliqué à interpréter ces marquages, mais il y a plusieurs équipes indépendantes qui s'accordent à dire qu'effectivement, vous voyez ici des cristaux de cholestérol, et on voit souvent tout autour des dépôts de C1Q, et puis éventuellement un peu de complexe d'attaque membranaire. Ça reste toujours compliqué à interpréter ces marquages vasculaires, on va y revenir ensuite au niveau dur. Ensuite, on l'a vu, la coagulation est bien sûr probablement le premier mécanisme mis en jeu, et on le sait, complément et coagulation, c'est des interactions extrêmement étroites. Alors, je vous ai pris des schémas que je ne vais bien sûr pas vous décrire, mais qui montrent bien qu'il y a énormément d'intrications entre les deux. Et par exemple, on sait que la thrombine ou même la plasmine vont être capables de cliver directement le C5 sans C5 convertase. Ce qui parfois permet même de se demander, est-ce que quand on bloque du coup avec l'écusumab, est-ce que ça c'est un bypass qui peut expliquer que ça ne marche pas toujours? C'est une question. Et par ailleurs, à l'inverse, le complément peut lui par exemple activer les plaquettes et donc favoriser là encore un phénotype plutôt prothrombotique. Et de manière plus spécifique aux cristaux de cholestérol en tant que tel, il a été démontré, encore une fois, attention in vitro, que lorsque vous activez le complément par ces cristaux, vous allez venir activer les monocytes qui, eux, vont relarguer plus de facteurs tissulaires qui, là encore, va favoriser l'activation de la coagulation. Donc, vous voyez, on est toujours dans ce cercle vicieux, inflammation, coagulation, et peut-être complément un petit peu entre les deux.
Et puis les deux derniers points, et j'en arrête avec les données in vitro, c'est qu'on a aussi pas mal de données directement entre les cristaux de cholestérol et l'activation endothéliale et l'activation inflammatoire locale qui mettent en jeu le complément. Alors sur l'inflammation, on s'en doute avec bien sûr la libération des anaphylotoxines. Et sur l'activation endothéliale, c'était assez intéressant dans ces études. Ils avaient en fait incubé du sang avec des suies endothéliales et des cristaux de cholestérol, et puis ils utilisaient différents inhibiteurs du complément. Et vous voyez ici que, par exemple, si vous mettez pas d'inhibiteur, vous avez une expression, par exemple, ici d'ICAM1, mais ils l'ont fait avec toutes les sélectines, donc des marqueurs d'activation endothéliale qui augmentent très fortement. Et par contre, si vous venez bloquer le complément au niveau de C5 ou de C5R ou de C3, ici, vous allez complètement empêcher cette activation endothéliale. Un autre point qui était aussi assez intéressant, et ça va nous servir pour la suite, c'est que un des readouts de l'activation de l'inflammation dans ce contexte, c'est l'expression de CD11B qui augmente à la surface de vos granulocytes et de vos monocytes. Et là encore, si vous faites la même expérience que plus haut et que vous incubez donc, ces cellules avec des cristaux de cholestérol et différents inhibiteurs du complément, eh bien, vous voyez qu'en bloquant C3, C5R ou C5, vous allez complètement empêcher cette up-régulation de CD11B. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, ça ne marche pas avec C7. Donc, c'est au moins in vitro un système qui est C5 dépendant, mais pas C7, qui peut-être nous fait aller vers l'axe plutôt C5A, C5R, à l'instar d'autres maladies, comme par exemple dans les enquêtes. Et là encore, en termes de cytokines inflammatoires, on l'a déjà vu, si vous prenez un sérum déplété en C5, bien, vous voyez qu'en présence d'un cristal de cholestérol, vous allez avoir beaucoup moins d'IL-1β, de TNF, etc., que si vous avez donc du C5. Donc probablement un modèle qui est complément dépendant et probablement C5 dépendant, peut-être plus C5A que complexe d'attaque membrane. Donc pas mal de données, et donc ce qui nous manquait, c'était des données un peu plus in vivo, et donc bien sûr, les mêmes équipes l'ont fait avec leur même modèle, et donc je pense que vous avez tous vu passer ce papier qui nous a un peu redynamisé dans ce modèle. Toujours le même modèle, j'injecte des cristaux de cholestérol, je sacrifie la souris à 24 heures. Alors ce qu'ils ont fait, ils montrent la légende, mais ils ont fait de la spectrométrie de masse sur les artères de sérins de souris, et ils se sont rendus compte, alors en orange ici c'était la paroi artérielle, en bleu ciel c'était les spatiaux interstitiels, et ici, c'était les glomérules. Donc, pas grand-chose dans les glomérules, comme attendu, sinon on serait un petit peu embêté par leur modèle. Par contre, beaucoup de fractions du complément dans l'espace tumotriciel et dans l'espace vasculaire, et principalement quand même des fractions de la voie terminale. Ça, un premier argument. Il y en a peut-être in situ, parce que pour l'instant, il n'y a aucune preuve d'activation in situ dans les reins de nos patients. Et puis, plus fort, bien sûr, si vous faites le même modèle, mais dans une souris C3KO, vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'infarctus qui apparaît chez la souris. Et puis surtout, elle est complètement protégée de l'insuffisance rénale dans ce modèle. Donc probablement, le complément est mis en jeu de près ou de loin, encore une fois, dans leur modèle, avec toutes les limites que ça implique. Et donc, ils ont fait ensuite l'hypothèse que, au vu des données in vitro qui avaient déjà été générées, que plus que C3, on pouvait aller un peu plus finement et un peu plus précisément dans la cascade et aller cibler directement l'axe C5A, C5R. Alors, ils l'ont fait d'abord de manière préventive avec un modèle C5AR-KO. Et eux, ils avaient initialement développé surtout cette molécule qui est un aptamère, qui se lie à C5A et qui l'empêche de se lier à ses récepteurs. Et puis pendant le reviewing, on a un peu tous demandé s'ils utilisent un anti-C5AR1, puisque ça existait déjà sur le marché. Donc ils ont fini par le faire. Donc un peu un équivalent, on va dire, de l'avacopan, qui est ici le PMX 205. Et donc ils l'ont fait, et vous voyez que globalement, ça marche franchement très bien en préventif. Vous avez ici l'aptamère, l'anti-5AR1 et puis le modèle génétiquement déficient, qui ont tous une fonctionnelle qui va être préservée et beaucoup moins d'infarctus. Et donc, bien sûr, ils sont allés cette fois aussi en thérapeutique. Et donc, l'aptamère, il bloquait aussi. C'est 5R2. Exactement. C'est là la grande différence. Donc, c'est pour ça que c'était quand même important qu'ils aillent faire le C5R1 pour qu'on puisse un peu savoir si c'est plus intéressant. Alors, on ne peut pas tout à fait répondre parce que, en gros, moi, j'avais renouvelé le papier, donc, mais tout le monde avait demandé ça, de faire le C5R1, c'était logique. Donc, ils ont fait preuve de bonne foi, ils l'ont fait dans le modèle préventif, mais ils ne l'ont pas fait dans le modèle curatif. Dans le modèle curatif, ils ont utilisé que l'aptamère, donc qui bloque les deux récepteurs. On a toujours cette idée que C5AR1 est plutôt pro-inflammatoire, C5AR2 anti-inflammatoire. En fait, c'est quand même plus compliqué. Vous avez peut-être vu passer récemment, il y a eu un papier dans l'American Journal of Pathology, dans un modèle d'ischémie-reperfusion, où en fait, ils font un KO de C5AR2 uniquement dans les tubes, et ils montrent que celui-là va plutôt être protecteur de l'ischémie-reperfusion. Alors que quand ils font la même chose dans les macrophages, il ne se passe rien. Donc ça devient un peu complexe. En tout cas, en thérapeutique, ils allaient jusqu'à 12 heures cette fois. Et vous voyez, alors ce n'était pas entièrement parfait, hein, mais à 6 heures complètement, à 12 heures presque, une protection de l'insuffisance rénale de ces souris, et là encore, beaucoup moins d'infarctus. Donc quand même pas mal d'arguments, on ne sait pas si on peut le transposer bien sûr, mais pas mal d'arguments pour dire que le complément est mis en jeu, et parmi les compléments, on va jusqu'à la voie terminale, et peut-être beaucoup l'axe C5A, C5R, sans qu'on sache encore bien différencier les deux récepteurs. Alors, ce qui nous manquait, c'est là où on essaie d'intervenir un petit peu, c'était l'épreuve chez l'homme. Est-ce qu'il y a une activation in situ du complément chez l'homme?
Et donc, on a développé, c'était en même temps un projet où on développe ce qu'on appelle un hyperplex, où on essaie d'étudier le plus de protéines du complément possible dans leur environnement, et en particulier en lien avec les cellules immunitaires. Et donc, on a pu passer quelques-uns de ces patients, ce qui n'est pas compliqué, pas très facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de biopsies rénales, elles sont parfois très anciennes. Et donc, on a pu voir, alors vous verrez mieux, on l'a vu sur l'écran, qu'effectivement, si vous étudiez les biopsies rénales, alors ici, la HES est moche parce qu'elle est après 20 cycles de marquage, donc elle a souffert un peu, mais c'est la même que l'artère que je vous ai présentée initialement. C'était pour juste vous dire que je suis honnête avec vous. Et on voit encore un petit peu l'embol, hein, quand même, et un petit peu là. Et donc, dans cette artère, et on a vu ça dans toutes les artères, en fait, on voit, alors pas forcément beaucoup de C1Q, on voit uniquement sur les macrophages, on voyait plus de MBL, beaucoup de dépôts qui sont assez beaux, parce qu'on voit rarement ça finalement dans les artères, et on va en discuter, c'est compliqué le complément dans les artères, parce qu'on ne sait jamais si c'est plutôt du trapping dans des artères très malades par définition, ou vraiment de l'activation. Mais en tout cas, moi, je commence à avoir un peu l'expérience de beaucoup de maladies différentes. Je vois rarement ce marquage endothélial de C4 et par exemple ici de C3C. Et puis dans la paroi, toujours un peu plus complexe, du marquage avec un autre anticorps anti-C3 qui reconnaît des fragments un peu plus anciens, et du complexe d'attaque membranaire. Et puis vous avez déjà vu, mais on ne voit pas très bien, un infiltrat de macrophages C5AR tout autour, et souvent un petit peu d'activation endothéliale. Alors ça, on l'a quantifié, et puis on a essayé de le comparer. Alors c'était en même temps qu'on développait ça, donc on l'a comparé à deux modèles. Modèle de lupus. Alors ici, là, je parle que de la quantification dans les artères. D'accord, on l'a fait dans tous les secteurs, mais là, on n'a fait que les artères ici. Et un modèle de néphropathie diabétique qui a au moins l'avantage d'avoir des artères aussi pathologiques de base que ces patients-là. Et vous voyez que c'est souvent ce qu'on voit, hein, et c'est pour ça que c'est compliqué les artères. C3 et C9, dans la paroi notamment, on en voit toujours un peu. C'est compliqué de savoir est-ce que c'est une activation ancienne, est-ce que c'est du trapping, on ne sait pas. Néanmoins, chez nos patients, on a quand même franchement une augmentation, et en particulier au niveau endothélial. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a une activation qui est en cours, et notamment au niveau endothélial. Et notamment, on a une activation du complément, mais aussi, à l'instar des données in vitro, on a une activation endothéliale qui est présente, bien plus importante chez ces patients que dans les deux autres modèles qu'on a utilisés sur l'endothélium, et puis qui corrèle très bien avec l'activation du complément, en particulier avec ces 4 IMBL. Donc, potentiellement un lien. Pardon, excuse-moi. Non, pour tes patients diabétiques, tu avais séparé tes groupes avec maladies vasculaires associées. On a que des patients diabétiques avec CV3, ouais. Ils sont vraiment cata. Ouais. Donc, ils sont, en tout cas, je pense qu'ils ont à peu près la même artériosclérose que les patients en bol, mais quand même moins d'activation endothéliale. Sur les données de Bécamin, on reste quand même très descriptif. Donc, une activation du complément, a priori oui. Une activation endothéliale, on pense également. Et puis également un infiltrat inflammatoire, mais ça on en a déjà parlé, principalement des macrophages. Franchement, vous voyez, donc on utilise MPO pour les trophiles, on ne voit pas grand-chose en termes de trophiles. Dans les maths, on ne l'a pour l'instant pas fait. En fait, on a voulu l'étudier avec des maths de Lille notamment, et biopsie trop ancienne, ça marchait mal en termes de fluorescence. On ne l'a encore pas fait finalement dans aucune maths. Sauf bien sûr dans les sclérodermies avec Jean-Paul. Ouais. Si on est dans les maths de sens large. Tu le voyais, parce que... Sur l'infiltrat de... Sur le quoi, un contrôle qui correspond à une maladie vasculaire. Tu as raison, c'est vrai qu'on ne l'a pas comparé parce que les deux études étaient en même temps. On aurait pu complètement l'inclure. Sans quantification, je ne saurais pas vous dire, parce que je suis avec Jean-Paul, on n'avait pas quantifié autant que là. Je vous ai coupé court, on a décidé de développer un peu une pipeline d'analyse pour être un peu moins juste par l'œil du chercheur ou du pathologiste. Voilà, en tout cas, on voyait un petit peu le fait d'activation, notamment avec ces dépôts de C4, avec éventuellement un peu de C1Q. Et on avait beaucoup moins étudié l'infiltrat inflammatoire parce que c'était un moment où le panel était beaucoup plus restreint. Donc, je ne pourrais pas le faire et je pense qu'on n'avait pas des marqueurs d'activation endothéliale. Par contre, c'est ce qui est en train d'être fait avec Jean-Paul et toi, Melek sur les Lanka. Où là, effectivement, on pourra aussi peut-être comparer avec des artères de base moins pathologiques, peut-être, quoique. Mais par contre, aussi l'activation endothéliale qui est intéressante. Donc, ça fait partie des choses qu'on pourra complètement comparer. Oui. Donc, en tout cas, un infiltrat C5AR. Et donc, comme on en discutait un petit peu, sur la base de 7 patients, là, on essaye de collecter un peu plus. On a vraiment l'impression que plus vous avez de C5A dans le plasma, ça marchait aussi dans les urines, plus vous aurez une densité importante de cellules macrophagiques qui expriment C5AR. Ce qui peut plaider pour un lien entre l'attraction, bien sûr, de ces cellules et l'activation du complément, mais ce qui n'est pas tout à fait en accord avec ce qui a été vu, notamment dans les ANCA, où vous avez plutôt une activation qui va peut-être être liée au C1K, qui va entraîner une internalisation du récepteur, donc plutôt plus de cellules qui n'expriment plus le C5R, mais néanmoins, dans ce cas-là, plutôt des neutrophiles, donc c'est peut-être pas exactement la même chose. Donc bien sûr, on n'est pas dans la causalité, on reste dans des corrélations. Mais là, c'est pour sur les cellules. Le sujet. Tu me rediras.
En tout cas, on est en train de le faire. Et là, l'idée, c'est que maintenant, sur la cohorte qu'on a d'à peu près, sur les 70 patients, on a une cinquantaine de biopsies. Alors, c'est sur 10 ans, il y en a qui étaient inclus dans des usines, comme ça, donc c'est compliqué en immunofluorescence. Donc, on a essayé de faire un marquage simplement en C5R. On va quantifier ce marquage dans les différents secteurs et puis globalement, et voir s'il impacte ou pas le pronostic des patients. Notre idée étant que ce n'est pas forcément péjoratif, voire peut-être même un facteur de réponse, au contraire, aux corticoïdes et donc peut-être à la vacance. Donc voilà un petit peu où on en est actuellement. On a donc effectivement ce modèle de thromboinflammation et on veut bien admettre que probablement le complément peut jouer un rôle puisque à chaque étape de l'agression ETIAL, l'activation de la coagulation, le recrutement et l'activation des cellules immunité innées, le complément semble pouvoir être mis en jeu avec des preuves qui ne sont pas encore suffisamment robustes mais qui quand même commencent à franchement exister. Alors si on revient un petit peu néanmoins à justement comment est-ce qu'on prend en charge ces patients en 2025, eh bien, vous allez voir que pour l'instant, on n'en est pas encore là, puisqu'on a 6 points, on va dire, importants. Le premier, c'est bien sûr stabiliser l'athérome. C'est les patients chez qui on va tout faire pour mettre des statines à haute dose, contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. Ça tombe sous le sens et on pense que c'est pour prévenir la récidive, mais il y a peut-être aussi un peu de données qui nous disent que même dans l'épisode actuel, notamment sur le rôle anti-inflammatoire des statines, vous allez un peu diminuer cette réaction. Et puis, il y avait cette étude, encore une fois, de la même équipe, qui montrait que si vous faites ce modèle d'envol de cholestérol, mais dans des souris soit diabétiques, soit hyperuricémiques, eh bien, vous aggravez les choses. Donc, peut-être que contrôler tout à la phase aiguë, c'est quand même aussi important pour la crise en tant que telle. La deuxième chose, ça va être d'éviter les facteurs précipitants. Alors, bien sûr, on ne fera pas de geste endovasculaire, en tout cas, on va éviter. Et puis, les anticoagulants, vous avez vu, c'est un peu pas simple. Alors, probablement qu'il y a une indication stricte, il vaut mieux les laisser, mais sinon, essayer de les enlever, en tout cas, pas les introduire. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a très clairement une ischémie rénale et vraiment une hyperaldostéronie secondaire chez ces patients. Et donc, lorsque l'HTA est compliqué, et même aussi pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, les USCRA2 ont toute leur place dans la prise en charge. La prévention de l'ischémie tissulaire, il faut poursuivre les antiagrégants, ça c'est sûr. Et peut-être aussi, on parlait des cathétérismes fémoraux, mais une des hypothèses pour dire qu'il y a un peu une discordance entre la prévalence de la maladie athéromatoseuse et la prévalence de cette maladie d'envol de cholestérol, c'était parce qu'ils ont tous justement des antiagrégants et que ça prévient un petit peu à bas bruit cet épisode thrombotique qui fait qu'il faut vraiment en avoir beaucoup pour arriver vraiment dans le syndrome cliniquement parlant. C'est très hypothétique, hein, ça n'a pas été du tout testé. Et le terrain, je pense qu'on en a maintenant tous l'expérience, c'est des patients qui sont tellement gravissimes que, en fait, avant de faire beaucoup de choses, il faut vraiment les renutrir, il faut tout faire pour lutter contre l'insuffisance cardiaque et ça, c'est compliqué, c'est comme un patient qui a un cancer vraiment très sévère. Et donc, quand même, le point où on va essayer d'agir, alors vous voyez bien, on ne va pas pouvoir faire des miracles, on ne va pas enlever 40 ans d'athéromatose chez un patient, c'est probablement quand même la réponse inflammatoire. Alors, on a fait un petit tour de l'expérience et vous me direz la vôtre. Les équipes utilisent plus ou moins les corticoïdes, certains ne l'utilisent pas du tout, donc il n'y a pas de preuve. La plupart, nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est plutôt aux patients dépendants. Vous avez un rein qui est foutu, honnêtement, on ne va pas trop se lancer. Par contre, s'il y a encore un petit peu d'inflammation, on n'est pas trop loin de l'épisode, on va volontiers se lancer sur une petite corticothérapie, généralement à 0,3 mg/kg sur 1 à 3 mois. Et donc, c'est ce qui avait été voulu être validé par ce PHRC français, qui malheureusement, à l'époque, n'avait pas inclus assez de patients pour pouvoir démontrer qu'effectivement, c'était bénéfique. Donc, on n'a pas de réponse définitive. Et on a quand même souvent, chez ces patients, bien sûr, beaucoup de raisons de ne pas vouloir mettre de corticoïdes. Mais pour l'instant, c'est probablement la seule chose qu'on a. Des éléments qu'il fallait avoir une fois histologie. Voilà. Ou le fond d'œil. Le fond d'œil, non pas. Et donc, c'est vrai que nous, ça nous a un peu bloqué. Ça nous a mettre des patients. Ouais. C'était tout à fait intéressant. Mais voilà, donc c'est clair, et je pense qu'on le fait quand même tous. Au cas par cas, on n'a pas de preuve définitive. Ce qui est sûr, c'est que dans les études prospectives, ça a l'air de marcher. Mais finalement, quand vous reprenez cette étude qui est probablement importante de 99, on n'a pas changé la prise en charge. En fait, hein. C'était prévu, c'était proposé par ce protocole intensif de traitement. Donc on est à 20 ans, plus de 20 ans plus tard. Et alors, est-ce que c'est suffisant? A priori non. Hein. Je vous remontre quand même la courbe actuelle, on va dire sur 10 ans. On a encore des patients qui évoluent globalement très mal. Est-ce qu'on peut faire mieux? J'espère. Et donc c'est là où les pistes thérapeutiques arrivent. Alors en termes de pistes thérapeutiques, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose. Hein. En clinical trial, il y a 0 essai en cours pour l'instant. Il y a eu cet essai prospectif, mais non contrôlé japonais sur la LDL-FRS. Alors, pourquoi pas? Le rationnel n'est pas simple. Hein. La prévention, l'effet un peu anti-inflammatoire, mais sur l'épisode vraiment local, j'ai du mal à vraiment complètement comprendre. Il y avait très peu de dialyse à 24 semaines. Pourquoi pas? Par contre, pas d'effet significatif sur la mortalité. Ensuite, dans les pistes, forcément, l'inhibition de la gaz aminée, c'est très récent, mais pourquoi pas? On a un traitement qui existe déjà, donc à voir. Je n'ai pas bien regardé si les doses administrées à SO étaient en fait complètement folles chez l'homme. Il faudrait regarder quand même, parce qu'un traitement qui n'est pas sympa par ailleurs. Et donc, l'inhibition du complément.
Alors, l'inhibition du complément, je vais revenir à notre patient, parce que c'est aussi le premier patient, et donc vous nous parlerez de votre expérience aussi. Il n'y a pas de spoiler, mais je ne ferai pas de conclusion, est-ce que ça marche ou pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut proposer un inhibiteur du complément? Alors, chez ce patient, on avait voulu le faire, pas que parce qu'on travaillait dessus, mais il avait aussi un trouble bipolaire mal équilibré, 5 psychotropes, donc on avait quand même franchement pas très envie d'aller déséquilibrer tout ça par ailleurs. Et donc, on s'était dit que on pouvait tenter de le traiter par avacopan. On lui a bien expliqué, et la pharmacie est tout à fait d'accord. Donc, on l'a mis sous avacopan. Alors, j'ai pas de conclusion clinique, c'est quand même un peu compliqué. Il l'a pris pendant 5 jours. Il l'a pris pendant 5 jours. Pourquoi? Parce qu'il a développé énormément de nausées sous avacopan. C'est un effet secondaire assez fréquent. On a eu très peur qu'il fasse l'hépatite, qu'il fasse quelque chose. En fait, rien de tout ça, mais énormément de nausées. Il y a quand même beaucoup de gélules à prendre. Et en fait, il a tout arrêté. L'avacopan, c'est psychotrope, tout. Donc, compliqué. Néanmoins, il a le seul avantage qu'on a pu l'utiliser pour des biomarqueurs, puisque du coup, on l'a vu avant, pendant et après traitement. Donc là, on va parler que de biomarqueurs. Donc, bien sûr, on n'est pas dans des niveaux de preuves très forts. La première chose quand même, c'est que chez lui, on n'avait qu'une biopsie cutanée. On n'avait pas de biopsie rénale. Donc on s'est dit, on va quand même aller voir ce qui se passe dans la peau. Et donc j'ai appliqué exactement ce que je fais finalement sur les biopsies rénales, mais dans la peau. Et pour être tout à fait honnête, la première fois que j'ai fait le multiplex, j'ai regardé les artères et j'ai rien vu. Je me suis dit, bon, c'est un peu nul, je vois rien. Donc j'ai un peu laissé sous silence. Mais je n'avais pas vu non plus l'HES. Donc je vais ensuite regarder l'HES un peu plus tard, un peu par hasard d'ailleurs. Et en fait, j'ai vu que l'embolie de cholestérol était dans le derme profond. Et je ne savais pas, en fait, c'est classique. Je ne savais pas du tout ça, que les emboles de cholestérol dans la peau, ça se voit dans le derme profond, mais pas du tout dans le derme superficiel et l'épiderme. Donc moi, je n'avais pas bien regardé. Je ne suis pas nappate. Et donc, de fait, j'avais loupé l'artère où il y avait des emboles. Donc, je suis revenu sur cette artère, qui est en fait celle-ci, qui est la même que je vous présentais, mais sur le couple serrier. Et en fait, c'était la seule, donc c'était quand même assez intéressant, qui présentait tous ces dépôts de compléments. Je ne voyais pas du tout ça dans les circulations les plus superficielles. Donc, il mimait un petit peu ce qu'on avait vu dans la... Attention, c'est impatient, mais c'est intéressant et on se pose la question d'aller réutiliser des biopsies cutanées pour voir si l'activation du complément, même quand on ne voit pas l'embole, pourrait être un marqueur même de patient qui a fait des emboles quand on a la suspicion mais qu'on ne voit pas l'embole. On a aussi des fois ce problème-là. Et justement, moi, la question que j'avais, c'est est-ce que tu as des patients qui ont une athéro, une néphropathie vasculaire, athéromateuse, et est-ce que tu les as testés à l'embole, tu vois? Comment ils leur... Alors, c'est un peu ce qu'on a voulu faire en comparant à la base avec les diabétiques, qui avaient effectivement une maladie tomatoseuse, donc on en voit plus, en tout cas sur peu de patients. Non, on ne voit pas cet aspect-là. En fait, on ne voit pas cet aspect aussi complet. On voit du C3D et du fait. Voilà. On ne voit pas autant de fractions. Et l'autre chose, on en discutait récemment avec David Bloch qui participe aussi, et il a eu cette intuition indépendamment de l'étude, où il disait c'est bizarre, plusieurs fois je vois des patients qui ont des emboles de cholestérol et en IF, je trouve qu'il y a plus de C3 dans les vaisseaux que ce que je vois d'habitude. Je ne sais pas si vous connaissez David Bloch, mais il est encore plus sceptique que Jean-Paul. Donc généralement, quand il a une intuition, ça nous force. Et donc je me dis qu'on va essayer de voir ça. Alors c'est compliqué sur la paraffine, mais on voudrait voir si on marque justement, par exemple, C3C sur toutes ces biopsies, en comparaison à des patients qui ont une néphronglusclérose sans embole, est-ce qu'on voit plus d'activation du complément, même sans embole? Parce que nous, sur les biopsies rénales, c'est quand même ce qu'on voit. C'est-à-dire que même sans qu'on ait, même dans les artères où il n'y a pas d'embole, je vois quand même plus de compléments que ce que je vois dans d'autres maladies. Ce qui n'est pas complètement illogique, c'est un processus quand même emboligène, on ne voit pas forcément là où c'est arrêté l'embole, mais ça reste à démontrer, ça serait un peu un outil, on va dire, diagnostic quand on a la suspicion mais qu'on la voit. Là, c'est l'artère. Alors oui, en fait, c'est la même artère, exactement. Alors, on la voit plus trop, mais c'est la même que je vous ai montré, c'est celle-ci. Là, c'est du C3D. Alors là, ici, c'est beaucoup de C3D. Sur le C3C, on ne voit rien. On ne voit rien, mais c'était sur l'endothélium, pas dans la paroi. Pas dans la paroi. Le C3D, il est toujours partout. Moi, j'ai du mal à savoir. Sur tes artères, ce dont tu parlais d'un IF avec... Un IF, du coup, par définition, c'est le C3C. Parce que ce qui est fait par nos pathologies, c'est le C3C sur congélation. Alors, je peux, mais j'ai l'impression qu'il est du coup moins spécifique parce que j'en vois chez les néphrongluscléroses. Idéalement, il faudrait faire les deux et presque avoir un peu un ratio. Mais ça, c'est l'idéal parce qu'en pratique, après, les marquages sont quand même compliqués dans des vaisseaux aussi catables. Mais on va essayer et je vous dirai si ça marche en termes de biomarqueurs. Donc, chez le patient, on l'a traité par avacopan. Donc, encore une fois, 4-5 jours, compliqué. La première chose qu'on a essayé de faire, donc ça permet aussi de réfléchir comment suivre les patients sous avacopan. Pas simple, on bloque un récepteur. On a essayé de faire différents tests. On a fait un test qui consiste à prendre le sang total, on incube avec du C5A. Donc, on va stimuler encore son sang total et puis ensuite, on récupère le plasma. Et on vient doser toutes les cytokines qu'on pouvait doser. Donc, c'est un peu un test qui va me dire est-ce que votre avacopan a bloqué le récepteur parce que je rajoute du C5. Alors, vous voyez ici, avant traitement, on a quand même une augmentation encore de certaines cytokines inflammatoires, IL6, TNF, IL8, qui est une des plus spécifiques de l'axe C5A, C5AR. Et puis, vous voyez, sous traitement, tout redevient bleu. Donc, a priori, on bloque bien ce récepteur. Et après, IL1 bêta, rien. Franchement, j'arrive pas. J'ai essayé aussi.
C'est censé être un marqueur clé dans cette physiopathologie. On a essayé avec en plus avec 2 ELISA différents. On ne détecte pas plus d'IL1β, mais dans plein de maladies. Alors, je ne sais pas si c'est pas assez sensible. J'ai jamais réussi. On a passé plusieurs patients parce que quand ils font les chymokines à l'équerre, ils peuvent faire aussi l'IL1β. Et franchement, il y a rien qui sort. Donc, je n'ai pas d'IL1β. J'ai des cytokines pro-inflammatoires et plutôt des cytokines et chymokines qui sont un peu impliquées dans l'attraction des cellules myéloïdes. Donc, ça fait sens, mais effectivement, il n'y a pas d'IL1β. Sous traitement, ça diminue. Et après traitement, ça remonte, voire c'est presque plus. Alors, probablement parce que, et ça on l'a confirmé, quand vous dosez le C5K ici, il était effectivement élevé, plus élevé que ce qu'on a sur une banque de témoins. Et ensuite, alors moi je m'attendais à ce qu'il augmente sous traitement parce qu'en fait non, il avait aussi diminué, donc peut-être qu'on avait cassé un peu le cercle inflammatoire. Et après traitement, il est resté assez bas le C5K, donc peut-être que le récepteur était à nouveau un peu plus disponible pour accepter le C5K. C'était quand après traitement? Ça c'est à 4 jours sous traitement, Oui, mais... et après traitement, c'est à 5 jours après. Donc en fait, on est juste avant 4 jours le patient prend le traitement et à peu près un peu moins d'une semaine. Quoi que le patient a venu. Donc après, on le bloque et peut-être qu'après, on peut avoir un rebond si on dit qu'il refasse des enleves. Donc ça, c'est juste un peu, oui, on peut bloquer le récepteur. Ensuite, on a fait des choses un peu plus simples. On a juste pris le plasma de ce patient avant, pendant et après, puis on a regardé les cytokines inflammatoires. Et là, je vous ai présenté sur le radar plot les cytokines qui étaient plus élevées que des témoins sains, plus supérieurs à la moyenne des 2 écarts types, donc quand même très élevés par rapport à des témoins. Donc vous voyez qu'on retrouve un peu les cytokines pro-inflammatoires habituelles et puis ces cytokines très liées plutôt aux cellules myéloïdes. Et là encore, donc ça en bleu, c'est avant traitement. Et puis en vert et en rouge, pardon, c'est sous traitement. Et en vert, c'est après traitement. Donc là, on n'a pas vu de rebond, par contre, à l'arrêt de notre traitement. Et puis on en parlait tout à l'heure plutôt in vitro. Si on étudie maintenant le C11B sur ces granulocytes et ces monocytes, eh bien, vous voyez là aussi qu'avant traitement en bleu, et vous avez un témoin sain en gris qu'on voit un petit peu ici, qu'on voit un peu mieux là pour les monocytes, vous avez effectivement une distribution de CD11B qui est plus importante. Lorsque vous mettez l'avacopan, ça réduit drastiquement, voire très très bas, plus bas que le témoin. Et puis dès que vous arrêtez, ça va revenir un peu plus élevé que votre témoin. Donc probablement, c'est un des rigoles qu'on peut étudier. Alors est-ce que vraiment ça va vous dire que si vous bloquez bien CD11B, ça marche? On ne sait pas dire, mais c'est ce qui avait été utilisé dans une phase 1 de l'avacopan. Donc on essaye de trouver. Donc, pardon, oui. Donc, dans la vascularité en cas, là, c'est pas toujours ça. Ça. Tu avais 2 groupes de patients. Ouais. Alors là, sur L égale 1, je n'ai pas de problème. On a fait la même chose du coup chez le patient que vous avez eu. Je n'ai pas encore regardé les datas, je vais le faire avant aujourd'hui. Je vais profiter des fichiers pour aller les récupérer. Je vous dirai si je fais déjà 2 groupes ou si d'emblée il y avait déjà ce même. Si c'est le cas, je vais revoir un peu la fin de mon topo qui est un peu moins sympa. Mais je ne sais pas. Je vous dirai. Effectivement, c'est plus facile quand on n'a qu'un seul, mais ça veut aussi pas grand-chose, pas dire grand-chose, hein, on est très honnête. Hein. C'est juste pour vous dire que sur des données un peu de biomarqueurs, peut-être que ça peut faire sens. Mais donc c'est pour ça qu'on essaye de proposer cet essai riposte, donc de phase 2. Alors moi, je voulais faire une phase 3, mais donc on m'a tout de suite dit de ne pas s'emballer au vu de l'expérience passée. Donc on est reparti sur une phase 2. Donc on aura bien sûr l'inconvénient de ne pas être contrôlé. Mais on va, si vraiment on arrive à avoir des signaux positifs, on essaierait de se lancer sur quelque chose de plus ambitieux. Et donc on veut inclure 23 patients sur toute la France. Donc on a pris 23 centres sur 2 ans. Donc on essaie de donner le maximum de chances de pouvoir le faire. Donc comme on en discutait tout au début, effectivement, on ne va pas prendre que les histologies hémopouées parce que sinon, même les biopsies ne sont pas simples. Hein. Chez ces patients, ils ont tout ce qu'il faut pour ne pas vouloir les biopsier. Et donc, généralement, on se dit que s'il y a un facteur déclenchant dans les 3 mois et au moins un critère en fait, d'atteinte d'organes, on va les accepter. Et ça a été fait dans la même étude sur la LDL-FRL, dans d'autres études, donc on n'est pas complètement hors clou. Et on s'est permis aussi de rajouter, puisqu'on aura 23 patients, que tout dossier sera discuté avec nous. Comme ça, on en discute tous ensemble. L'idée étant que, en fait, probablement qu'il ne faut pas tous les inclure, mais on ne peut pas non plus faire la fine bouche parce que c'est très rare. Mais on a mis des garde-fous, typiquement plus de 60% de fibrose, des choses comme ça, on ne va pas les inclure, sinon c'est se tirer une balle dans le pied. Et donc on en discutera au cas par cas, ce qui est possible sur ces effectifs. Donc, il voulait de toute façon qu'il y ait une atteinte rénale. Alors par contre, oui, et ça on en discutait juste avant d'arriver, on s'est focalisé sur l'atteinte rénale, ce qui est peut-être une erreur. C'est à discuter, on s'est dit que peut-être... La région de patients été... Voilà, mais typiquement, on avait discuté un peu avec le service de médecine vasculaire qui envoie, qui ont soit une insuffisance rénale, mais quand même pas très sévère, et beaucoup d'atteintes cutanées. On ne savait pas s'ils allaient être motivés pour mettre un immunosuppresseur sur une atteinte comme ça. Donc on ne l'a pas fait. Et puis les données du murine sont strictement rénales. Mais c'est une vraie discussion. C'est une vraie discussion. Donc nous, on veut l'atteinte rénale. On veut la ouais, c'est beaucoup. En fait, c'est parce que moi, j'ai moins l'expérience, mais ce qui est connu, et c'est des critiques, sinon qu'on ne sait jamais dater l'insuffisance rénale.
Mais voilà, donc ça reste. Il faut, parce que c'est toujours pareil, on se dit que s'il a 110 de créate, ça paraît plus compliqué. Mais voilà. De toute façon, s'ils ont eu la chirurgie, normalement. Machin, ils ont fait Exactement. Ce qui sera le plus simple, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'avoir que des patients à 1000 de faire. Je vous l'accorde, mais en fait, c'était plutôt Caroline qui nous guidait pour écrire ces critères pour pas qu'on se fasse retoquer. L'évaluation est en cours. Je n'ai pas encore eu de bruit off parce que ça n'a pas encore été évalué, donc je ne sais pas. On saura à la fin de la semaine, d'ici un mois, si c'est accepté ou pas, parce qu'on était passé à la lettre d'intention. Voilà, donc j'en finis. Je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais globalement, vous le savez, et encore plus maintenant, c'est une maladie systémique. On passe probablement à côté de temps en temps, surtout quand il n'y a pas de facteur précipitant. Et par définition, ça affecte les patients extrêmement fragiles, et donc c'est là où ça va être le plus complexe. Mais maintenant qu'on a détricoté un peu de la physiopathologie, qui est donc cette thrombo-inflammation, peut-être qu'on peut à l'avenir espérer avoir des pistes thérapeutiques qui vont un peu plus finement cibler cette physiopathologie. Et donc on espère pouvoir y participer. Merci beaucoup. Cela dit, parmi les arguments, c'est vrai qu'on est toujours gêné pour mettre des corticoïdes chez des patients qui ont des facteurs de risque métabolique qui sont loin d'être négligeables, comme je le rappelle. C'est vrai qu'on se place, on en discutait juste avant avec Sophie, on a deux façons de voir les choses. Soit on voit à moitié vide, où en gros c'est des patients tellement graves que ça va être compliqué. J'ai pas dit qu'il y avait quelle version. Soit on va le faire à moitié plein et on se dit, ils sont très graves, mais honnêtement, on n'a pas grand-chose à leur proposer, donc si on peut les améliorer. Alors, il y a une des questions qui était, est-ce qu'on ne va pas déstabiliser la maladie athéromateuse? Pour l'instant, on a les données de la littérature sur l'athérome en tant que tel, des trucs un peu conflictuels, mais globalement, la souris C5ARKO, chez qui vous développez de l'athérome, elle va moins en faire. Donc, peut-être que même c'est un peu mieux pour l'athérome, mais ça, franchement, je marche sur les œufs, ce n'est pas un truc que je maîtrise bien. Pas sur l'athérome, c'est sur la. Sur la plaque, exactement. Je me demandais justement si les données sur les entreprises CSK9 chez ces patients, j'imagine pas. Mais... Franchement, pas à ma connaissance, ouais, pas à ma connaissance. C'est sûr que ça fait partie des trucs pour agir très vite sur la production de cholestérol. Ouais. Mais est-ce que, je sais pas, moi je préfère moins bien, est-ce qu'il y a aussi un effet anti-inflammatoire ou autre, ou c'est juste sur le. Je connais pas bien les autres. Combien de temps la commande? Alors, on a proposé un mois. On a posé un mois. Dans les corticoïdes, c'est souvent un peu plus long. En fait, on pense qu'il faut un peu casser le cercle vicieux inflammatoire et qu'après, oui, c'est la récidive, mais c'est plus la phase. On s'était même posé la question de 2 semaines pour un peu limiter les coûts. Mais parce que ça se discute, hein. Dans la Covid, ils faisaient 2 semaines. Quand vous ne faites pas d'argent. Non. Alors là, ils ont pris tout de suite la lettre de refus. Sur ces 5 jours, Lui, il a stabilisé. Il n'a pas amélioré. Il était sur une tentation qui s'est stabilisé, mais il n'a pas amélioré. Il a amélioré ses lésions cutanées, mais franchement, aller dire que c'était ça, je ne sais pas. C'est compliqué. Et donc, je sais que votre patient s'était amélioré sur la fonction rénale. Et il a arrêté, je crois, pour une infection de colonécrose. Et que finalement, il est décédé sur l'ischémique intra-ischémique. Bon, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. C'est des patients qui ont tout pour faire la complication. Et on s'est placé à 1 mois pour l'endpoint. En gros, s'ils ne sont pas en dialyse et pas décédés à 1 mois, on considère que c'est à peu près bien. Donc, on n'est pas non plus trop ambitieux. Ça reste une étude. Si tu veux ça, on les mettra très tard. Il faut être ça. Non, on a quand même été honnête, on a dit moins de 15, c'est quand même. Directement après le geste endovasculaire, savoir si tu as une inflammation, l'élévation du CBCME par exemple, alors même que la crème ne bouge pas, tu vois. Ouais, c'est une super idée. Franchement, hein, complètement. C'est vrai que si on dit qu'en fait, il faut agir avant, ça pourrait être, si on détecte ces patients typiques, des biomarqueurs qui montent, c'est là où il faut agir. Ouais. Je pense qu'il y a une question des plus jeunes aussi. Bon. Moi, j'ai juste une petite question sur le modèle murin. Ce que tu m'as montré là, c'est des macs qui ont apparu. Alors voilà. Le rein, il est complètement. Je suis d'accord. Vraiment, c'est pas ça. Il l'achète, c'est des évolutions d'embol de cholestérol. Et non, mais c'est bien, mais c'est pas. C'est vraiment la même taille que ce qu'on voit chez le patient. Alors, en cas, oui, est-ce que ça, il le montre quand même bien qu'en termes de morphologie, il y a plein de cristaux de cholestérol de différentes tailles, et c'est les mêmes formes. Alors, il bloque le rein. Exactement, et puis c'est plus le problème de cette limite entre la maladie un peu athéro-embolique, où je fais une embole, je fais un infarctus, et la maladie d'embole de cholestérol, où c'est plutôt de. Ils sont un peu entre les deux, voire. Nous, on avait eu la discussion, parce qu'il y avait aussi les malades. Oui.
Bon, ce qui fait qu'il est plus proche. Oui, non, Mais je suis d'accord. Justement, mais moi, je ne peux pas montrer sur la vieille littérature. Est-ce que c'est des macro-envols avec. Ça reste pareil, hein, ils injectent directement dans l'artère rénale. Non, non, la vieille Ah, patient. Alors, L'autopsie, par exemple. Est-ce que c'est alors pas le geste. effectivement, non, c'est quand même des artères qui étaient, par exemple, dans le modèle murin, ils vont jusqu'à, je crois, atteindre des artères lobaires, des fois. Chez les patients, on était quand même plutôt à partir du niveau de l'artère arquée. Donc, effectivement, Bon, on va arrêter l'enregistrement des pour ceux qui sont là et je vous enverrai si vous voulez le lien pour essayer de le regarder. Moi, je dois y aller, je suis désolé. Merci beaucoup. Continuez. Donc, oui, c'est la différence. Effectivement, chez les patients, c'est quand même le micro. D'autres questions? Non. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Thaïs. Merci. Dès le départ. Je peux demander s'il y a